Bonjour les graphes, retour au bercail, ravi de vous retrouver. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, moi ça m'a manqué de faire ces petites sessions. En plus, évidemment, comme je choisis en général bien mes dates, il se passe toujours quelque chose. Et donc on va faire un petit point. Donc il y a à boire et à manger, hein, clairement, cette semaine. Donc on le sait, on avait rejoué un coup de flûte en mode espoir. La Fed va tendre bientôt vers son pivot. Ce qu'il faut comprendre dans la terminologie du mot pivot, c'est que ça ne veut pas dire la fin de hausse des taux et la baisse des taux, c'est de bien comprendre voilà, la pause. Mais avant la pause, il y a un pivot essentiel, c'est la moindre hausse. C'est comme l'inflation. Avant de vraiment voir, et tout le monde en fait fait l'erreur également, c'est du coup, on parle d'inflation, mais donc tout le monde se dit que quand l'inflation va baisser, on va voir une baisse des prix. Non, non. Ce que vous allez voir, c'est une baisse dans le rythme de hausse des prix. Mais la hausse des prix sera toujours là. C'est juste que, au lieu de faire du 6, 7, 8, 9%, 10% et plus, on va peut-être retomber sur du 5, 4, etc. Et ça mettra du temps. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est exactement la même chose pour la Fed. Donc avant de parler de pivot, il faut bien comprendre que c'est d'abord une moindre hausse des taux. Et c'est ce qu'on a eu mercredi. C'est concrètement le pivot qu'on a eu de la part de la Fed. Sauf qu'après, Powell est sorti en mode je vais faire mon discours et je vais casser les pattes arrière parce que voilà, d'un certain côté, si vous gagnez beaucoup d'argent en bourse, ça fait que vous avez encore éventuellement du patrimoine et donc vous pouvez le dépenser. Ce que l'on voit actuellement, je veux dire, à titre personnel, je le vois au quotidien, il y a deux façons de voir les choses. Je dirais qu'il y a la majorité des gens qui ressentent l'inflation, qui se serrent la ceinture, qui commencent déjà à chercher des alternatives et qui commencent à sacrifier de la consommation. Donc ça, c'est typiquement, on commence un petit peu à tirer la langue et ça mettra encore quelques mois. Mais ensuite, on a, je dirais, la mineure partie, mais qui possède la majorité du patrimoine, qui eux ont encore un certain nombre de réserves vis-à-vis du Covid, etc., qui sont en fait dans une accélération en mode FOMO un petit peu de leurs achats avant que les prix montent. Enfin, les prix sont déjà montés, mais globalement, avant qu'ils montent encore plus, on essaye d'évacuer un petit peu le surplus de liquidité. Et donc, on participe quelque part au fait que cette inflation ne se résorbe pas naturellement un petit peu plus vite, parce que on a donc ce surplus d'épargne des entreprises et des ménages qui est encore présent, alors ça commence à drastiquement s'estomper, et de l'autre côté, on a les gouvernements qui continuent d'appuyer sur l'accélérateur avec des boucliers, des aides, des trucs, des machins. Donc les banques centrales appuient sur le frein en augmentant les taux, mais l'augmentation des taux, ça met toujours un certain nombre de mois à se diffuser à l'économie, et donc c'est pour ça que quand on parle de pivot, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure, mais pas du jour au lendemain. Donc, c'est toujours la même chose. Ça ne veut pas dire que le marché est débile, etc. Le marché est toujours dans une phase d'anticipation. Et donc, très souvent, en règle générale, c'est quand on met le pied en récession que le marché, lui, se remet à remonter. Donc, tout le monde dit le marché est débile. Pourquoi le marché monte alors qu'on commence à être dans la récession? Parce que le marché, il a potentiellement déjà anticipé. Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que le marché va anticiper 4, 5 fois avec un temps d'avance l'événement qui peut se produire. Et puis, donc, il va être déçu 3, 4 fois avant que ce soit la bonne. Donc, c'est exactement ce dans quoi on est. Je veux dire, cette anticipation du pivot. Alors, bien sûr, on peut toujours se dire, alors du coup, ça ne sert à rien d'anticiper le pivot. Ça dépend quel type de profil vous êtes. Si vous êtes investisseur de long terme, il n'y a pas de raison d'anticiper quoi que ce soit. Il vaut mieux patienter ou acheter par rapport à des valorisations et être sélectif, mais il vaut mieux patienter en effet que vous ayez le vrai retournement qui se mette en place avec des vrais repères, etc. Mais pour l'investisseur de court terme, une tendance baissière comme nous la connaissons, mais avec ces phases justement de rebond en mode espoir, c'est là où on va tirer l'essentiel de la performance, à moins de faire de la vente à découvert, mais c'est là où on va également tirer le gros de la performance, parce que ce sont des rebonds qui se font de manière juteuse et qui se font très rapidement également. Le tout, c'est de savoir que vous restez dans un rebond, dans une tendance de fond qui reste baissière, donc en gros, c'est de savoir qu'il va falloir rester actif et qu'il va falloir vendre. Donc c'est une question de profil avant tout.
Donc je disais en début de vidéo qu'il y en a à boire et à manger, parce que bien entendu, il y a deux façons de voir les choses. Donc du coup, Powell qui nous annonce qu'il va continuer de resserrer les taux, qui va augmenter les taux éventuellement jusqu'à 5%, c'était ça la surprise, c'est ça qui fait baisser le marché, parce qu'on sait très bien que les taux, quelque part, vont continuer de monter, mais ils vont continuer de monter à un rythme décéléré. Donc la prochaine réunion, on aura du 0,5 éventuellement. Et puis celle d'après, peut-être du 0,5, du 0,25, bref. Ce qui est aussi important dans le discours qu'il y a eu, c'est que la Fed est j'ai l'impression, a une logique un petit peu plus proactive que réactive que ces précédentes années, hors Covid. C'est justement quand ils nous disent qu'ils tiennent compte de l'effet cumulé et de l'effet retard que vont avoir l'augmentation des taux sur l'économie, et notamment sur le marché immobilier. Donc c'est ça aussi qui est bien important, et donc de bien comprendre un petit peu le temps de latence, et donc du coup le fait que s'ils continuent, en gros, ça veut dire ça veut dire que même s'ils continuent de monter les taux parce que les stats économiques et inflation sont encore pas suffisamment bonnes pour faire la pause, ils comprennent bien que ce n'est que dans 6 mois qu'on va commencer à avoir les premiers effets, et que donc en gros, au moment où on sera dans la récession, si on décide à ce moment-là de faire la pause, c'est trop tard, parce que les hausses précédentes qu'il y aura eu se diffuseront également dans l'économie et viendront transformer une récession plus ou moins soft en une récession dure. D'ailleurs, si vous regardez l'Angleterre, je trouve que c'est assez intéressant. C'est justement ce que la Banque d'Angleterre a dit. Donc la Banque d'Angleterre continue d'augmenter les taux, mais la Banque d'Angleterre a d'ores et déjà commencé à annoncer que leur marge de manœuvre commençait à être très fine. Pas parce que voilà, ils réussissent pas à combattre l'inflation, mais parce que s'ils en font trop, ils vont rentrer dans une récession, mais ils risquent de rentrer dans une récession très dure. Donc là, il y a également, donc on revient sur ce qu'on s'était dit en anticipation ces précédentes vidéos, il y a vraiment la logique de dire qu'on arrive à un point dorénavant où certes, il y a encore des augmentations de taux à venir, mais on est plus proche de la fin que du début. Et donc c'est ce que j'essayais de vous dire, en fait, c'était, je ne sais plus si c'était la vidéo d'avant ou peu importe, je l'avais dit également sur l'académie, c'est bien de comprendre à un moment donné, c'est-à-dire que oui, le marché est une nouvelle fois déçu. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle déception, c'est est-ce que cette déception-là, justement, est moins profonde dans sa baisse, c'est-à-dire dans l'incapacité de casser le précédent plus bas. Parce que à partir du moment où on commence à avoir des déceptions qui sont moins profondes et l'espoir reprend beaucoup plus rapidement, ça veut dire que le marché est en train d'intégrer que, certes, ce n'est pas encore le pivot, mais on commence sérieusement à s'en rapprocher. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de profils du marché qui ne sont plus prêts à lâcher leur position par peur d'être déçus, mais par peur d'être trop en avance. Donc on est déçu, mais on se dit c'est pas ce coup-ci, c'est le prochain, et donc du coup j'ai un profil de moyen terme, je vends pas, je solde pas en mode panique, etc. Parce que c'est pas ce coup-ci, mais ça sera le prochain. Et donc quelque part, avec la stat du chômage aujourd'hui, stade du chômage, alors là aussi il y a à boire et à manger. La problématique c'est qu'on re-rentre bien entendu dans l'illusion des indices, c'est-à-dire que vous prenez les 10 plus grosses valeurs du Nasdaq, et avec les résultats, vous avez la sanction qui a été de moins 20% en moyenne. Donc forcément que le Nasdaq se fait malmener avec ces résultats-là, et a un petit peu plus de mal à rebondir, malgré justement le fait qu'on a quelques stats, chômage et compagnie, qui permettent de bien valider que à la fois l'économie est quand même robuste, mais elle commence à tirer la langue. Donc ce n'est qu'une question de temps, et on est réellement en train de construire le pic. La problématique qui va venir maintenant jouer la volatilité sur les marchés, c'est de se dire, ok, le pic, on y est certainement, et on va commencer un petit peu à taper sur l'économie, mais maintenant, ce qui va vraiment nous importer, c'est de départager entre on y va doucement, ou on va accélérer. Donc en gros, la différence entre un soft landing et un hard landing. Et c'est que ça
je veux dire, à partir du mois prochain, probablement, une fois qu'on aura passé les midterms, une fois qu'on aura passé le CPI et qu'on aura passé la réunion de décembre de la Fed, pour moi, l'inflation sera mise de côté et le marché ne se concentrera qu'à débattre entre on va se taper du soft landing, donc en gros, on valide plutôt les valeurs cycliques, et c'est ce qu'on valide aujourd'hui. On voit un marché qui achète des valeurs cycliques, il achète quelques valeurs tech, mais il faut que les résultats soient passés, parce que sinon on voit que les sanctions sont quand même importantes. Mais en gros, ce que l'on a, voilà, c'est un petit peu de la baisse de dollars, donc ça permet aux minières de énormément remonter. On a les taux qui se maintiennent la tête au-dessus de l'eau. Donc pour moi, il y a à boire et à manger, et de la même manière que je disais qu'il faut éviter de prendre des conclusions hâtives au sortir de la réunion de la Fed, dans le sens où on est une nouvelle fois déçu, on balance le bébé avec l'eau du bain. Non, il faut considérer qu'à un moment donné, on est déçu, mais la déception a un impact moindre qu'auparavant. Ça veut dire que le marché petit à petit commence à intégrer le fait que on sait tout, et que certes, Powell nous a mal surpris en nous expliquant que les taux allaient certainement atteindre les 5% au lieu des 4,75 qu'on s'était habitué le mois dernier, mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que le marché, à un moment donné, va rejouer le fait que la Fed n'ira pas au bout. Donc c'est ça aussi l'espoir. Donc en gros, plus on commence à accélérer les mouvements déception, espoir, plus on crée la congestion, et plus c'est l'issue de cette congestion-là qui nous crée soit le retournement haussier, le renouveau haussier, soit la capitulation. Et la capitulation, pour moi, on voit les généraux, donc tout ce qui est GAFAM, qui chutent énormément. N'oubliez pas que jusqu'à présent, le marché tenait surtout grâce aux grosses capitalisations. Là, donc, il lâche beaucoup plus de lest à cause des grosses capitalisations, et les plus petites sont celles qui tiennent mieux. Et puis, au niveau des grosses, c'est surtout les cycliques. Mais n'omettez pas également qu'une grosse partie du marché ces 10 dernières années, ce sont les trackers. Et les trackers, ils sont bêtes et méchants, et c'est eux qui ont également participé à la création de cette concentration dans une poignée de valeurs. La problématique viendra le jour où on a réellement une récession, parce que là, le marché actuellement, en gros, si on a des mauvaises stats économiques, on se dit super, ça veut dire que la Fed ne pourra pas aller au bout, donc les taux ne vont pas monter autant que ce qu'on le dit, donc c'est bon, banco, on peut racheter un certain nombre de valeurs. Et si en plus on voit que la récession arrive, mais pas si vite que ça, et à ce stade-là, peut-être que ça sera qu'un soft landing, eh ben banco, on rejoue la remontée du cycle, et on rejoue quelques cycliques. Mais à partir du moment, si vous voulez, où le marché rentre en récession, et que les gens commencent vraiment à manquer un petit peu d'argent dans leur porte-monnaie, à pas pouvoir éventuellement solder leurs biens immobiliers parce que ils auraient une moins-value, et en plus solder le bien immobilier très bien, mais ça veut dire pour reprendre quelque chose même plus petit, mais il faut reprendre un crédit, et ce crédit-là aujourd'hui vaut 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher qu'auparavant. Donc on a beaucoup de personnes qui vont en fait, tant qu'elles ne sont pas obligées de vendre parce qu'elles ont un taux variable et qu'elles perdent leur job, elles sont surtout obligées en fait de rester là où elles sont, même si potentiellement le bien ne leur convient pas. Mais aujourd'hui, ceux qui ont validé des taux en fixe, puisque quand même il y a énormément d'Américains qui ont appris des subprimes, ils ont du taux à 1 ou 2%. Et donc, bien évidemment qu'ils ne vont pas être enclins de changer. Donc, vous pouvez avoir un impact sur l'immobilier, oui, en effet. C'est quand même des parts importantes au niveau de l'Occident des PIB. Mais à partir de ce moment-là, c'est important de comprendre qu'est-ce qui va pousser les gens éventuellement à liquider des trackers, parce que c'est ça qui est très important pour comprendre la capitulation. C'est qu'une question de flux. Donc, si on croit à la capitulation, si on croit que le marché va craquer, etc., vous avez besoin à un moment donné que les fonds et les particuliers qui sont surinvestis dans des trackers fassent du flux sortant. Et là, je veux dire, il n'y aura pas de discernement, ça vendra à la hauteur de la cote, à la hauteur des pondérations. Et donc forcément, si vous avez Apple qui prend une tarte, l'indice aura du mal, même si
ceux du bas du tableau remontent bien la pente et vous ne le verrez pas. Donc c'est qu'une question d'illusion des indices, de la même manière qu'en 2021, les indices ont très bien tenu grâce à ces grosses caps et tout le reste se faisait dézinguer. De la même manière que là, les grosses caps, les généraux se font dézinguer, et par contre, le reste, on a des choses plus intéressantes sur le reste. Donc je disais qu'on a à boire et à manger parce que globalement, on a un petit peu tout et son contraire, et on voit bien que le marché est un petit peu en train de jouer les deux. Il y a suffisamment d'argent encore sur les marchés pour jouer un petit peu tous les scénarios. On peut jouer le soft landing, on peut jouer l'inflation également avec le pivot de la Fed, ou on peut également continuer de jouer le non pivot de la Fed, ou en tout cas pour tout de suite, et donc du coup on sabre un petit peu les valeurs tech, mais pas toutes, parce que pour certaines il y a des résultats qui sont encore bons. CAC 40, donc essentiellement des valeurs cycliques, on le voit tout de suite, on a une meilleure forme que sur le Nasdaq. Donc ce qui est très intéressant, c'est le gap que l'on a ouvert aujourd'hui, avant même la stat chômage. La stat chômage est venue confirmer ça, mais on le voit, on arrive plus ou moins sur le milieu du gap ici, mais on ne referme pas le gap. Donc on est de la même manière mieux que ce qu'on était cet été. On a réussi à traverser la zone des 6300 points. Mais il faudra avoir la capacité de tenir le gap et de tenir dans cette zone-là de construction suffisamment longtemps justement pour qu'on crée l'englobante. Donc les prochaines séances vont être très importantes et on va se taper le CPI et on va se taper les mid-term. Et donc après cela, on aura justement quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent pour cette fin d'année où éventuellement le marché pourra décider de jouer l'espoir pour la fin d'année avant potentiellement au premier trimestre 2023 de rejouer à broyer du noir en mode oh mon Dieu, la récession elle sera pire que ce qu'on a prévu, blablabla. Donc on aura l'occasion toujours de reparler de cela. Mais ce que l'on voit, c'est essentiellement les petites caps qui reviennent et les cycliques. Donc le CAC 40 est bien l'outil quelque part pour cela. Aussi l'avantage du CAC 40, c'est qu'il y a une surpondération de luxe. Et l'avantage en ce moment, c'est qu'on a un certain nombre de rumeurs et un soutien très certainement du PCC et des banques chinoises sur les valeurs chinoises et des rumeurs également de réouverture, en tout cas de relâchement un petit peu sur le zéro Covid. Donc ça fait du bien aux valeurs du luxe, ça fait du bien aux valeurs chinoises également. Mais voilà, un petit peu, on n'est pas sorti encore, je dirais, de l'ornière. Pour moi, on est allé chercher un niveau de résistance. Il ne faut pas non plus une oblique, même si on a cassé cette oblique, une oblique on cache souvent une autre, donc éventuellement c'est plus celle-ci qui sera probante pour le marché. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la construction. Donc une phase de zigzag, une construction, la tenue des supports et la validation de la cassure par le haut. Tant qu'on ne casse pas cette zone pour moi des 6005, je vais arrondir, et après il y aura les 6006, mais tant qu'on ne casse pas au minimum cette zone des 6005, on ne peut pas parler encore de retournement moyen terme du marché. On a fait un très bon rebond prolongé. Maintenant, ça serait bien de le digérer et de tenir les supports, et c'est là où éventuellement on peut commencer à retrouver un certain nombre de fonds et de gestionnaires qui vont retrouver confiance parce qu'on va réduire la volatilité et qui vont revenir sur le marché. C'est ça dont on a besoin sur le marché si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus durable. Donc le Nasdaq, on le voit, a commencé la journée avec cette stat un petit peu hésitante, puis on a décidé de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire de voir la stat du chômage. Alors on crée des emplois, mais le chômage est un petit peu en hausse, donc on se dit tiens, on commence à piquer. Mais en fait, globalement, si on regarde graphiquement parlant, Powell, de toute façon, a dézingué. On était en mode rebond et de toute façon, le Nasdaq était en retrait déjà depuis un long moment. Donc on voit très bien la surperformance des valeurs cycliques et des plus petites caps. Et les généraux qui plombent un Nasdaq, qui plombent aussi le S&P, même s'ils ont une pondération plus faible, bien entendu. Mais voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Et aujourd'hui, pour moi, c'est du simple rebond technique sur l'ancienne oblique qu'on avait cassé ici par le haut et qui avait déclenché l'espoir. On l'a recassé par le bas puisque espoir déçu. On a tenu plus ou moins cette zone des 10 700 points pour permettre le rebond technique, refermer le gap d'hier. Mais globalement, on n'a rien changé à la donne. Il faudrait avoir la capacité de revenir au-dessus des 11 200 points, 11 300 points au minimum pour qu'on recommence à se mettre dans une configuration où on se dit on rejoue l'espoir sur les valeurs tech. Donc on rejoue l'espoir globalement sur baisse des taux,
pic d'inflation, pic de hausse des taux de la Fed et compagnie, et on anticipe la fin un petit peu de ce pivot-là. Mais sinon, pour moi, on reste en dégradé, et là, évidemment, si on commence à lâcher les 10 007, on se réouvre petit à petit cette zone des 10 300 points. Là où ça commence à piquer un petit peu plus, c'est le jour où on casse ça. Mais le jour où on casse ça, pour moi, ça sera plus une problématique de flux, c'est-à-dire sur les trackers, c'est-à-dire qu'on commencera à avoir des flux sortants sur les trackers. Et là, pour moi, c'est là où ça sera très important. Parce qu'il faut bien se dire que la Fed, d'une certaine manière, a besoin de garder aussi les marchés assez bas. Il ne faut pas que les gens gagnent des fortunes sur les marchés, sinon ils ont de l'argent, ils auront de l'argent à dépenser, et donc globalement, ils alimenteront l'inflation. Mais c'est pour ça aussi qu'on tape un petit peu sur les gouvernements. Alors, c'est bien pour ça que ça va être important. D'une part, la hausse des taux en Europe pour commencer à empêcher les gouvernements de raser gratuit alors qu'on a des taux à 10 ans qui arrivent à 3%, ça veut dire que ça commence à faire cher le quoi qu'il en coûte, et donc à partir de ce moment-là, il faut arrêter un certain nombre de mesures inflationnistes, ou en tout cas, il faut, je dirais, continuer d'aider les gens, bien entendu, mais il faut que ça soit beaucoup plus spécifique aux gens qui en ont vraiment besoin, sinon, si c'est trop large, on continue d'être inflationniste. Et à partir de là, aux US, c'est les midterms. Une fois que les midterms sont passés, alors on verra. Je sortirai certainement un papier pour expliquer les différents scénarios, en gros, si les démocrates raflent tout, si les démocrates perdent tout, ou s'il y a moitié-moitié. En gros, avec des négociations qu'il faudra, ce sera potentiellement plus proche de cela. Donc on verra par rapport à ces éléments-là, mais pour moi c'est vraiment le tipping point. Et pour moi, je m'attendais à rien vis-à-vis de la Fed tant qu'on n'a pas passé ces midterms. Donc en gros, c'est vraiment en décembre où on aura, je dirais, la première réunion de la réserve où Powell va peut-être sortir un discours un petit peu plus, un petit peu plus entre deux eaux, ce qui plaira un peu plus au marché que l'aspect très faucon comme il a eu, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu le pivot, mais finalement, il a été encore plus faucon que la dernière fois. Donc ça, voilà, c'est pour moi ces éléments-là. Mais donc du coup, sur le Nasdaq, sur les valeurs tech, donc sur cet aspect pivot, le marché nous envoie un signal que, mis à part du rebond technique, on n'en est pas là. Donc le marché est essentiellement focus, on le voit, sur des valeurs cycliques. Mais maintenant, n'oublions pas que si le marché commence réellement à avoir peur de la récession, ces valeurs cycliques se prendront un pion. Donc tout est une question de quelle sous-vague on joue et dans quel timing. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc l'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une bonne réaction de l'euro, donc le dollar a pas mal baissé, donc ça a créé, c'est là où on sent que il y a encore énormément de pognon sur le marché, c'est que dès qu'on a le moindre mouvement un petit peu sur le dollar, on a, vous l'avez vu, les minières qui explosent de 10%, quelques valeurs tech également qui boostent bien. On a des réactions de marché qui sont toujours très violentes, très volatiles. Donc c'est plus ou moins bien pour le trader, alors on perd quelques cheveux quand même au passage, c'est un petit peu usant honnêtement, donc c'est important de prendre de recul, c'est le but de ces vidéos-là. Mais voilà, concrètement, sur l'euro-dollar également, même si on a potentiellement des variations importantes, on est toujours, en fait, dans de la construction. Donc ce n'est que si on arrive à casser cette construction par le haut, qu'on aurait un mouvement suffisamment durable, sans pour autant remettre en cause la hausse du dollar à terme, on aurait un mouvement de correctif du dollar à moyen terme, ce qui remettrait sur la table, on avait pu en parler, et qui remet déjà, on l'a vu au moindre rebond sur la table, les minières, et tout ce qui va être pays émergents, grâce notamment à un petit peu un relâchement du dollar. Ce qu'il nous faut également, mais c'est pas gagné, le dollar fort reste fort pour l'instant, bien entendu, vous voyez, on est dans des simples constructions, mais absolument pas d'une remise en cause de la tendance de fond. Donc c'est bien ça qui est important de comprendre. Actuellement, le marché, la volatilité, c'est un marché qui se cherche. Hein, on a l'impression qu'on perd un petit peu notre latin, qu'il y a les cycliques qui montent, qu'il y a la tech qui monte, puis elle redescend, puis elle remonte, les minières qui montent, etc. Donc du coup, alors on se dit, le marché, il anticipe le pivot, ou il n'anticipe pas le pivot, il anticipe un petit peu de tout. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a suffisamment d'argent encore pour jouer un petit peu tous les scénarios, et en fait, surtout, qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'il y a, en fait, il y a
il y a les deux camps. Avant cela, et quand on a vu la déception cet été, c'était simple en fait. On avait de l'espoir, etc. Boum, l'espoir se fait dégommer. Tout le monde est allé dans le même sens. Là, comme je vous ai dit en début de vidéo, on sent qu'on garde quand même une poche de résistance. Malgré la déception, etc., on a une poche de plus en plus importante parce que même si on est déçu, on se rapproche de l'épilogue. Et donc ça fait qu'on a une poche en fait de personnes qui vont rester sur le marché, ancrées à cette anticipation-là. Et plus ils vont devenir importants, plus ils vont être capables de contrecarrer les vendeurs. Donc les vendeurs ne sont pas capables d'enfoncer autant les lignes. Et moins les vendeurs sont capables d'enfoncer les lignes, plus cette poche de résistance grossit également et va gagner quelques résistants supplémentaires, justement, qui vont reprendre confiance en se disant « tiens, ça commence à congestionner ». C'est ça qui crée la congestion. C'est quand vous avez une tendance de fond, donc c'est toujours les vendeurs qui sont, et donc le non-pivot, qui sont aujourd'hui en surnombre, mais on commence à avoir une poche de résistance. Cette poche de résistance avait un petit peu grandi, pouf, avec Powell, elle a un petit peu baissé, puis avec la stat chômage, on a retenté quelque chose, et là, on rebaisse. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ces prochaines séances, le CPI et les midterms, c'est de voir la capacité, soit les vendeurs arrivent à tout casser par le bas, et donc là, on part éventuellement en capitulation, on peut éventuellement réouvrir, je dirais, la route à cette capitulation, parce qu'après plusieurs déceptions, peut-être que les acheteurs maintenant sont finalement fatigués et vont peut-être même lâcher des positions de tracker pour X ou Y raison, et ça peut créer l'effet boule de neige. Ou au contraire, on a justement une poche d'acheteurs qui commencent à reprendre un petit peu confiance, qui se disent c'est pas ce coup-là, c'est le prochain, donc de toute façon c'est qu'une question de temps, on va finir par avoir les bonnes dispositions, et donc j'arrive et je vois les différentes baisses comme des opportunités. Et en faisant cela, j'arrive à contrecarrer les vendeurs qui n'arrivent pas à baisser autant que sur le mouvement précédent, et donc certains d'entre eux vont douter, et certains acheteurs vont commencer à reprendre confiance. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement, dans la congestion, petit à petit créer à nouveau un équilibre, donc une phase de neutralité, et ensuite à nouveau, si on casse par le haut, un déséquilibre avec une reprise en main des acheteurs, pas pour retourner la tendance à la hausse de manière long terme, on parle uniquement d'un retournement qui serait moyen terme. À ce stade-là, donc tout ce que je vous ai dit, ça c'est pour moi le profil et le sentiment de marché et la logique dans laquelle il faut aller pour comprendre un petit peu le marché et éviter de perdre le reste des cheveux qui nous restent. Et donc ce que l'on veut voir là, c'est justement ces prochaines séances, c'est est-ce que les vendeurs reprennent définitivement la main, auquel cas on laisse faire et on reprendra plus tard le scénario, ou on a beau avoir une nouvelle déception, on a de plus en plus de résistance des acheteurs. Et donc, auquel cas, là, ça devient vraiment intéressant pour les moyens termistes et de commencer à observer les congestions. Et si on casse les congestions par le haut, là, on pourra valider le scénario plus moyen terme. On va avoir besoin, évidemment, que les taux en fassent de même. Donc, c'est les taux des taux, globalement, c'est-à-dire ce que l'on veut voir, c'est la construction ici. C'est-à-dire, de la même manière ici, vous voyez, vous avez eu le rebond, à partir du moment où vous avez cassé ici, on n'a jamais rien construit, on a dégueulé, donc là, il n'y avait rien qui pouvait aider le marché. Là, on a fait de petits rebonds, tout de suite, paf, on l'a remis. Là, on a fait un rebond également, paf, on le remet. Donc ça se passe ici maintenant. Si on casse et on recasse ici par le bas, et on lâche, je dirais, l'ancien plus bas, il faut devenir très prudent, parce que c'est la capitulation qui peut éventuellement être amenée. Mais si au contraire, ces prochaines séances, ça fait beaucoup de si, mais c'est bien qu'il va falloir observer ces prochaines séances, parce que c'est là où ça va se jouer. Si on arrive à tenir cette zone-là et à recontinuer à graviter là-dedans, c'est là où on commence à neutraliser un petit peu les acheteurs et les vendeurs, à faire baisser la volatilité, et donc c'est là que ça se joue derrière. On peut toujours recasser par le bas, même si on résiste un petit peu, on peut toujours finir par casser par le bas ensuite et relancer les vendeurs. Mais là, voilà, ça serait la temporisation, je dirais, dont le marché a besoin pour réduire la volatilité et faire revenir un certain nombre d'acteurs avec cette réduction de volatilité sur le marché en reprenant du risque. Et après, si on arrive à casser par le haut, ça permettra de jouer une détente des taux, détente du dollar, et donc globalement de jouer un mouvement de moyen terme. Mais toujours est-il, la tendance de fond reste baissière. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez une détente de taux, une détente du dollar, etc.,
qu'il faut tout de suite faire yalla, on est reparti pour un tour, on refait all-in et on repart pour une tendance haussière en mode 2020. Non, non, non. Pour moi, ça serait, même si on devait faire ça, ça serait juste un mouvement de moyen terme, donc quelques semaines, quelques mois, qu'il faudrait se mettre sous la dent avant la suite. Et si jamais les obligations remontent en flèche, remontent trop vite, ça veut dire qu'il faudra s'en méfier quand même, ça voudrait dire que le marché a peur de la récession, d'une récession plus forte que prévu, plus intense que prévu, et donc si ça peut aider quelques valeurs technologiques, les valeurs cycliques devraient en pâtir. Donc c'est clairement le dollar et les taux qui continuent pour moi à être les deux indicateurs qui sont très importants, et même si j'ai du rebond sur les actions, etc., si ce n'est pas suivi sur les taux, je m'en méfie. Je considère que ça reste du court terme, ça reste des mouvements de volatilité et de positionnement. Et donc je reste un petit peu dans cet esprit dynamique et pas swing. Par contre, si on arrive à tenir un support et qu'on commence à construire dans cette zone-là au niveau des taux, là c'est là où je commencerai à anticiper quelques positions swing. Mais donc pas encore. Sinon, comme on l'a vu, on a eu une petite baisse du dollar et donc on a des gros mouvements tout de suite, on le voit, des mouvements assez importants sur l'or et sur l'argent. Mais voilà, même chose, c'est des bons rebonds, c'est pas suffisant pour parler de retournement, il y aura encore du boulot, mais c'est un bon début. Donc ça prouve bien, j'avais dit à la fin de l'année, ça sera bien de remettre les minières sur la table. Donc typiquement, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un bon début, et maintenant il va falloir confirmer. C'est pour ça que je dis que la semaine prochaine, et la semaine d'après, mais surtout la semaine prochaine est aussi importante, parce que c'est là où on va voir si globalement les vendeurs gardent la main, et donc c'était qu'un simple rebond technique dans une tendance baissière, etc., ou s'ils ont un peu plus de mal à rétoquer les acheteurs et à les repousser à nouveau. Et donc c'est là où on va commencer à construire des supports, c'est là où on commence à construire des congestions, c'est là où on commence à rebâtir un petit peu l'espoir, mais pas un espoir de court terme, un espoir de plus moyen terme. Donc on aura l'occasion d'en reparler, donc je ne vais pas user la lune là-dessus, mais l'argent c'est la même chose, vous voyez, on a une bonne congestion ici, paf, ça débouchonne. Donc il y a encore énormément de boulot avant de parler d'un retournement aussi sur l'argent. Mais on voit tout de suite la violence des mouvements, et donc c'est là où il faut bien comprendre que le marché est comme une cocotte minute. En fait, il attend, mais ses plans sont déjà bien discernés, et donc dès qu'il y a le signal, pouf, ça y va, et il y a tout le monde qui load. Donc typiquement, c'est les mouvements que l'on a. Mais ça n'empêche à rien que sous les 22$, globalement, sous les 22$, c'est un bon mouvement haussier, oui, mais on ne peut pas parler encore de retournement. Il y aura certainement encore du zigzag, des constructions, des congestions. C'est pour ça que c'est important de ne pas se précipiter non plus quand vous voyez ces mouvements-là. Soit vous êtes court terme, et donc on joue le court terme, mais si vous êtes moyen terme, ne courez pas après les cours. Ce qui va être le plus important maintenant, ça va être la façon dont on va construire et congestionner ensuite cela. Donc on a le DAX également, très orienté cyclique et compagnie, on voit, on casse cette oblique ici, mais voilà, on revient sur des niveaux de résistance importants, c'est ça vraiment qui sera important de casser, et après on peut pousser un petit peu plus fort, etc. Mais au-delà d'aller chercher des niveaux de résistance, ce qui moi va beaucoup plus m'intéresser, que ce soit maintenant ou que ce soit après être allé chercher un petit peu plus haut, c'est la construction et la tenue des supports. Si les vendeurs retournent comme une crêpe tout ce joli petit monde, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est pas pour tout de suite. Là où ça m'intéresse et que je vais commencer à débloquer pas mal mon chéquier, c'est si voilà, on commence à zigzaguer, mais dans le zigzag, globalement, à rester au-dessus de niveau de soutien et à se construire une petite figure de congestion. Et après, on en sort par le haut, on en sort par le bas. Mais c'est les repères qui sont importants. Parce que si moi je vois la figure, ça veut dire que tout le monde voit la figure. Si moi je vois la congestion, tout le monde voit la congestion. Donc ça veut dire que si moi j'ai moins peur pour commencer à rentrer des positions un peu plus moyen terme et avec des plus grosses tailles de positions, ça veut dire que les autres aussi, les gros aussi. Et donc c'est un renforcement du biais. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. La Chine fait du bien un petit peu, on voit le cuivre qui pousse pas mal aussi. Donc voilà, on a tout ça qui pousse pas mal. Et voilà, là où je disais qu'il y a un petit peu à boire et à manger, c'est que forcément, si on parle un petit peu
on va relâcher la pression du zéro Covid en Chine. Bon, ok, c'est bien d'un certain côté pour l'économie, etc. Mais c'est pas terrible quand même pour l'inflation. Or là, pour histoire d'emmerder un petit peu plus Biden juste avant les élections, on voit que le pétrole est en train de pousser un petit peu plus fort, donc il va falloir vider les cuves pour la dernière semaine. Mais ensuite, évidemment, ces cuves stratégiques, il faudra bien les re-remplir à un moment donné ou à un autre, donc ça sera également une pression acheteuse sur le pétrole pour les mois, voire les années à venir, au-delà du déficit d'offres. Je vous repasse les mêmes thèmes, mais voilà, l'idée est toujours la même, c'est que le pétrole reste bien élevé, reste bien haut, et donc globalement, on voit que on s'amuse pas mal à enquiquiner un petit peu, à enquiquiner Biden. Donc toujours est-il qu'on est comprimé, je dirais, dans une zone entre les 90$ pour arrondir et les 100$, 101$. Tant que vous ne cassez pas les 101$, il n'y a pas péril en la matière, je considérerais qu'on est dans une tendance haussière de fond, mais dans une certaine neutralité. Je considère qu'entre 90 et 100$, on reste dans une certaine neutralité de court terme. Ce n'est que si on dépasse les 101$ que je dirais que ça devient un vrai sujet et que le marché peut repartir en mode « oh mon Dieu, l'inflation, etc. » La hausse des prix, hein, en plus il va commencer à faire un petit peu froid, même si on a stocké et compagnie, ça peut recréer quelques petites tensions. Poutine peut toujours décider, pour mettre un petit peu plus la pression, de balancer le missile quand il faut, où il faut. Et tant que vous ne cassez pas les 90$, le marché ne rentre pas en mode récession. Donc c'est ça qu'il faut regarder également, le Brent en tant qu'indicateur. Si on monte au-delà des 101$, c'est pas bon parce que l'inflation va rester prédominante, donc les taux, les trucs, les machins. Si ça pète les 90$, on se remet un coup de récession sur la planche, et donc on se repose des questions sur les cycliques. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est la même chose, c'est que même si les prix montent à 100, 101$ et au-delà, on reparlera de l'inflation, mais au bout d'un moment, il faut bien comprendre que les banques centrales, évidemment, doivent tenir le discours un petit peu dur. Évidemment, elles doivent rester crédibles. Puis comme elles n'ont pas été du tout crédibles avec l'inflation transitoire, maintenant j'ai l'impression qu'elles vont rester têtues un petit peu plus longtemps. C'est un biais psychologique bien connu. Mais ce qui est, et donc il risque de se planter une nouvelle fois, en ne voulant pas changer de fusil d'épaule. Donc pour moi, ce qui va être très important, c'est que le problématique, c'est toujours la même, c'est que dans la hausse, si l'inflation devrait perdurer, etc., ça va pousser de toute manière vers une récession plus dure. Donc c'est qu'une question, enfin vous faites que repousser le problème. Donc la problématique, c'est toujours la même pour moi, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, en tant que banque centrale, vous pouvez dire autant que vous voulez, ouais, on va battre l'inflation, on va monter les taux comme des pourris, à la mode Volcker, etc. On est dans des États qui n'ont plus les mêmes niveaux d'endettement que dans les années 70, donc on ne peut pas faire du Volcker. À un moment donné ou à un autre, la Banque centrale anglaise l'a dit, au bout d'un moment, si vous voulez, vous pouvez monter les taux à 4,5, 5, mais la limite est là. Si vous montez au-delà, je suis moi-même étonné qu'il n'y a rien qui est cassé encore, mais si vous montez au-delà, vous êtes sûr, vous cassez un truc. Et c'est pas le but. On rappellera, l'inflation c'est super bien, ça fait très chevalier blanc de combattre l'inflation pour sauver le peuple, etc. Bien entendu. Mais au bout d'un moment, à choisir entre combattre l'inflation et tuer votre économie, ça va être vite vu. On va choisir de défendre l'économie et on nous expliquera que, il faut bien accepter un petit peu d'inflation à 3 ou 4% ces prochaines années. En plus, ça sera plutôt pas mal pour résorber la dette sans faire de réformes et compagnie. Il suffira de quelques années pour faire baisser les dettes sur PIB à nouveau en dessous des 100% sans avoir rien fait. Donc ça, voilà, pour moi, c'est les éléments qui sont très importants. Et ce qui est très compliqué actuellement, comme vous le comprenez, c'est qu'une question de timing. C'est-à-dire que, en gros, avoir ces idées-là que je vous expose, c'est pas surhumain. On peut globalement avoir ce cheminement de passé-là. Mais le plus dur en bourse pour un investisseur, ça va être de jouer les différentes sous-vagues, c'est-à-dire quand est-ce que le marché joue le pivot, quand est-ce que le marché joue le soft landing, et donc du coup les cycliques et compagnie, quand est-ce que le marché va jouer le hard landing, et donc va avoir peur sur les cycliques, et ainsi de suite. C'est comment on va jouer ça. Et pour moi, la prochaine année à venir, ça va continuer d'être que ça. Donc concrètement, ce que je vous ai dit dans cette vidéo,
Je pense que j'avais dû commencer à le dire déjà l'année dernière, parce que c'est la sinusoïdale, et concrètement, voilà, c'est l'économie, il faut bien comprendre, c'est le cycle économique, et Dieu merci, peut-être qu'on va recommencer à reprendre un petit peu des cycles d'économie normaux, mais il faut s'attendre que pendant encore quelques temps, ces cycles soient accélérés. Alors, ils sont accélérés dans une définition économique, mais le marché, lui, accélère encore plus les choses dans ses anticipations. Donc c'est là où je dirais que la plupart des investisseurs perdent leurs cheveux et sont très frustrés par les marchés actuels, c'est qu'ils ont tendance à vouloir aller plus vite que la musique et à jouer finalement un scénario qui est potentiellement dans quelques mois, mais le marché, lui, il a besoin de faire plusieurs sous-vagues pendant quelques semaines avant d'éventuellement arriver à ce scénario-là. La problématique, c'est que ces sous-vagues-là vous frustrent complètement, voire vous sortent du marché parce que vous jouez trop loin. Donc c'est bien comprendre un petit peu que la rapidité des cycles économiques dans lesquels nous sommes depuis le Covid, l'accélération de ces cycles économiques-là, n'est pas suffisamment, n'est quand même suffisamment lente pour vous, en tant qu'investisseur, surtout avec un profil de court terme. Voilà, vous jouez des sous-vagues encore plus courtes à l'intérieur de plus grandes sous-vagues. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, ça reste pour moi l'idée principale. Et donc les valeurs chinoises qui continuent d'être, et les valeurs cycliques, etc., donc qui continuent pour moi de bien pousser, toujours faire un petit peu attention aux valeurs qui sont trop endettées et qui vont avoir des échéances qui arrivent, qui vont devoir renégocier leurs dettes, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu où on en est. Je ne rentre pas dans le détail des actions peut-être cette semaine pour ne pas faire une vidéo à rallonge non plus. Et puis surtout, on a énormément de choses qui boostent de 5-6%, voire plus. Mais donc vous avez bien compris la temporalité. C'était ce dont on avait déjà parlé des précédentes vidéos. C'est donc repartir sur des petites capes, des cycliques. Et voilà. Et à ce stade-là, je veux dire, pour moi, la tech, ça reste intéressant pour jouer les mouvements de court terme de pivot, parce que c'est juteux de jouer ces rebonds-là, mais le mouvement de moyen terme intrinsèque, ça reste les cycliques jusqu'à ce que le marché rebroie du noir en mode la récession ne va pas être petite, elle va être énorme, et donc du coup je redéfonce toutes mes cycliques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cette semaine pour une remise en jambe globalement. On se retrouve lundi sur le site graphcobourse.fr pour les différentes chroniques que je peux faire et j'essaierai de pondre un article aussi peut-être pour un petit peu essayer de voir venir les midterms maintenant. C'est ça qui va être le plus important pour moi. Au-delà des midterms, c'est en fonction de qui a la majorité, etc. C'est ce qui sera vraiment important derrière, c'est que ça risque de nettement impacter, même si la Fed est censée être indépendante, etc. C'est ça que j'attends vraiment pour moi, pour faire vraiment bouger les marchés, parce que c'est ça qui impactera nécessairement le discours également des membres de la Fed dès la réunion de décembre, où on pourra certainement rejouer un coup de flûte. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, à liker la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux également. Ça motive de voir que cette vidéo peut aider. Donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du marché? Quelles sont les valeurs que vous préférez? Quels sont les secteurs d'activité que vous privilégiez actuellement? Et puis voilà, on refera un petit topo plus large la semaine prochaine, puisque pas mal de valeurs auront certainement digéré la hausse de ces derniers jours, et ça permettra peut-être de commencer à avoir les constructions, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus claire et nette pour cette fin d'année. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, et à la prochaine. Salut!